Dernier truc, est-ce que tu peux parler un peu pour que je règle le son? 1, 2, 1, 2. Bonjour. Comment ça va? Ça va À mon bien? avis, tu vas parler un peu plus fort, hein. Tu crois? Non, je D'accord, parle pas très fort, moi. À part quand je suis pas content. d'accord. Ouais, J'étais fasciné par les dessins animés. Je trouvais ça, comment dire, magique. Tu vois. Et j'étais plus attiré par ça d'ailleurs que par le cinéma avec des comédiens. Parce que les comédiens, finalement, c'était des gens normaux, alors que faire vivre des dessins, pour moi, c'était plus magique que... Tu vois. Donc en fait, c'est ça qui m'a amené progressivement au cinéma. Donc j'ai commencé, mes premiers courts-métrages, c'est des courts-métrages d'animation. Et j'ai commencé euh, à écrire le passage, le scénario du passage. Et j'ai mis 5 ans, 6 ans à essayer de le monter. Et partout, on me disait non, machin, enfin le parcours du combattant du réalisateur classique. Non, trop ambitieux, non, vous vous prenez pour qui, non, film américain, enfin j'ai tout entendu, quoi. Et jusqu'au jour où j'ai commencé à décider de faire, comment, pas un pilote de mon film, mais à faire, oui, à faire des images à partir de ce que je savais faire. C'est-à-dire que dans le passage, il y a des portions de dessin animé, et donc je me suis dit, bah, je vais les faire. je ne peux pas faire le film, mais en tout cas, je peux commencer à travailler là-dessus. La mort et la vie se ressemblent tout autant que vous deux. Et que penserais-tu de la mort si elle t'offrait la possibilité de sauver des semblables? Tu ne réponds pas. Tu étais bien plus loquace lorsque tu défendais ton projet, lorsque tu pensais mettre un terme à la violence par le seul pouvoir d'un film. Tu disais... Si je pouvais concentrer dans mes images, ne serait-ce qu'un instant, toute la détresse du monde, alors peut-être que le sang s'arrêterait de couler. C'est surtout déjà au départ l'intervention de mon frère Francis, qui est chanteur, qui était en pleine explosion de sa carrière à l'époque. Et en me voyant faire mes petits dessins animés et galérer comme un fou essayer de monter mon film, il m'a dit, bon, qui tu veux dans le rôle principal? Bon, ça c'est son côté un peu jusqu'au boutiste et tout. Et je lui dis, ben moi, au départ, je voulais Delon. Et, mais comme en disant, mais c'est pas vraiment possible, quoi. C'est quand même la plus grosse star française, et puis c'était le mythe du cinéma français. Les films de Melville, les films de Verneuil, et toute l'époque comme ça, où Delon était effectivement le fer de lance de ce cinéma-là, en tant que comédien en tout cas. Et il me dit, bon, ben, d'accord. Comment ça, d'accord? Ben, donc il est allé frapper à la production, et il a amené mes images que j'avais tournées, le pilote, ça et le scénario. Et alors il dit, voilà, il n'a pas rencontré Delon, il a rencontré les gens qui s'occupaient de sa production, et il a dit, voilà, il y a un jeune metteur en scène, il a fait 2 courts-métrages, c'est son premier long, alors voilà, ça c'est le scénario, et ça c'est un pilote qui montre ce qu'il peut faire. Mais on aimerait que Delon produise le film, mais il n'y a pas de rôle pour lui dedans. Et ça a été ça, le génie de Francis, ça a été ça. C'est-à-dire de dire qu'il n'y a pas de rôle pour lui dedans. Et à ce moment-là, Delon, ils lui ont transmis. Ils ont vu le pilote. Et si tu veux, en voyant le pilote, ils ont été assez fascinés par la recherche graphique, en fait, parce que c'était quand même très, très original à l'époque. Toujours un peu, disons, je dirais. La partie animation a moins vieilli que le film. Parce que la partie animation était très avant-gardiste à l'époque. On faisait
bah, tu sais, les dessins animés, hein, c'était un peu Disney, etc. Et moi, c'était des humains, déjà, dedans. C'était une esthétique un peu expressionniste allemande, donc noir et blanc, avec une seule couleur, le sang rouge, puisque c'était un pamphlet contre la violence. Et donc, bon, ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, qu'est-ce que c'est de ce truc? Ça a donné au moins une chance au scénario d'être lu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont dit, écoute, on a vu un court-métrage d'un réalisateur, là, il a rien fait, hein, il a fait 2 courts-métrages, mais il n'y a pas de rôle pour toi là-dedans, c'est juste simplement en tant que producteur. Ils viennent te voir en tant que producteur. Et du coup, il a lu, il est revenu au bureau, il a dit, c'est pas un rôle pour moi, ça. Genre, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un rôle pour moi, ça, quand je peux pas jouer ça. Et si tu veux, à partir de là, bon, c'est vrai que le rôle l'a touché, c'est l'histoire d'un père avec son fils, et lui avec son père, lui avec son fils. Il y avait des choses à réparer, et quelque part, à travers ce scénario, il pouvait les réparer. Il pouvait, je pense qu'il a reconnu ça dans le scénario, cette histoire d'amour finalement entre un père et un fils, entre un fils et un père, avec la mort entre les deux, qui essaye de les faire chanter, et qui essaye de les séparer. Je suis parti aux États-Unis avec 3615. Ils ont une productrice qui a voulu faire un remake de 3615. Et si tu veux, entre-temps, un film a été fait qui s'appelle Home Alone, Maman, j'ai raté l'avion. Et du coup, ce film, ben, en fait, c'est le remake. Le rip-off était fait, si tu veux, du film. Carton planétaire. Alors, très bizarrement, au lieu d'être un problème pour moi, c'est devenu un tremplin. Parce que d'un coup, les mecs, ils se disent, bah, c'est lui qui a écrit, disons, le concept original, et ils m'ont engagé pour faire des high concepts, d'écrire des high concepts. Et du coup, alors, j'arrivais pas à travailler chez moi, faut se mettre en perspective, hein, parce que 3615 n'est pas sorti en France, hein, il y a une sortie physique, technique, disons. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai la possibilité de faire mon métier, d'avoir des gens qui me payent pour avoir des idées, pour écrire des histoires. Et c'est ça, les États-Unis. Donc je pense qu'à l'époque, je pensais rester 4 mois, être le parfum du mois. Tu vois, il y avait pas mal de gens qui étaient passés par là. Et en fait, je suis resté 15 ans. Et du coup, pendant ces 15 ans, j'ai écrit de temps en temps pour les autres, de temps en temps des idées, de temps en temps des consultations, parce que j'étais script docteur aussi là-bas. On gagne très très bien sa vie comme ça. Et on travaille surtout avec des gens qu'on admire. Qui sont bien plus importants que vous, mais qui sont bloqués dans le processus de création, et que vous arrivez, vous, à débloquer. Et puis aussi des aventures extraordinaires, comme tourner avec dans la petite écurie, la grande écurie de George Lucas et Steven Spielberg sur Indiana Jones, la jeunesse d'Indiana Jones. Donc j'ai été repéré assez tôt par Spielberg et Lucas, qui ont vu mon travail en fait. Et donc par rapport à ça, ce qui était formidable, c'était d'avoir disons, pas de barrière entre télévision, cinéma, qui est une barrière qui m'a toujours, moi, je n'ai pas compris, enfin c'est un truc de snobisme, etc. Parce qu'en fait, c'est extrêmement plus difficile, quand tu as moins de temps de travail, ce qui est le cas à la télévision, d'arriver à faire un film, qu'au cinéma où tu as plus de moyens, que tu as plus de... Voilà. Donc là, si tu veux, moi j'ai très tôt, avant que la télé soit à la mode, parce que maintenant, les séries télé, c'est devenu quand même... Mais à l'époque, c'était pas bien vu du tout, quoi. C'était tout près du porno, toi. J'exagère, mais à peine. Quand tu faisais du cinéma, tu fais pas de la télé. Moi, mon agent me disait, mais René, tu fais du cinéma, tu vas pas faire de la télé. Je dis, mais bien sûr, c'est génial. C'est génial, la télé.
amour de sorcière, c'est une commande en fait d'un grand producteur qui est Christian Fechner et qui m'a demandé d'écrire un film pour Vanessa Paradis, qui était déjà, il voulait faire un film avec elle, il avait déjà travaillé avec elle, hein, il continuait à faire, mais il voulait l'ouvrir au marché américain. Et donc, il savait que j'étais aux États-Unis, que j'écrivais, que je parlais anglais, et que je connaissais un peu la culture cinématographique américaine. Et suite à ça, il s'est dégagé tout de suite pour moi, c'était comme une fée, quoi. Il me dit, cette fille, c'est une fée. Donc quand il m'a dit, on va écrire, moi j'ai besoin d'une comédie romantique, c'est ça qu'il m'a dit. Voilà la commande, comédie romantique, un Américain tombe amoureux d'une Française. Je lui dis, et quoi d'autre? Il dit, bah voilà. Je suis arrivé avec l'idée d'un amour de sorcière, de lui présenter, voilà, c'est une comédie romantique, sauf que la fille, c'est une sorcière, c'est pas une... voilà. Ce qui me permettait à moi, en même temps, de revenir à mes premiers amours et d'une certaine façon, de faire une commande, mais de chatouiller un peu quelque chose que j'aimais bien, qui était la féerie, parce que j'aimais beaucoup les films de Méliès, en fait. Il y avait le numérique qui était là, et je me suis dit, ouais, mais Méliès, le numérique, c'était pas vraiment son truc. Donc, en gros, j'ai dit à Fechner, il est magicien, Fechner, c'était un grand magicien, inventeur de tours, c'est lui qui a inventé tous les tours de David Copperfield. Et donc, je lui dis, bah, les magiciens, vous les avez dans votre carnet d'adresses. Donc voilà, vous allez, vous, devenir le superviseur d'effets spéciaux, et on va faire tous les effets spéciaux avec des magiciens. Ça va se passer devant nos yeux, on va filmer en direct ce qui se passe. On utilisera le numérique que quand on ne peut pas faire autrement. Et donc on mettra au défi les plus grands magiciens que vous allez collecter, réunir, pour leur dire, voilà les mecs, vous vous démerdez, on veut que les spaghettis dansent sous la caméra, on veut que les couleurs se transforment en plan séquence, on veut que, tu vois ce que je veux dire, les choses que l'argent se transforme, que les petits oiseaux arrivent et chantent dans la voiture, enfin bon, tous les trucs qui étaient pour essayer d'avoir un parfum de magie plus important, de magie plutôt que d'effet spécial, pas ordinateur, plutôt chaleureux, plutôt les vrais effets, les effets de féerie. Et donc c'était le pari du film, et donc on a fait ça comme ça. C'était pas de la noirceur de 36-15 du tout, ça devait rester aussi conforme à l'univers de Fechner, qui était un grand producteur et qui avait une ligne éditoriale. Et moi, je savais ce que c'était qu'une ligne éditoriale parce que j'avais travaillé aux États-Unis. Là-bas, les lignes des studios sont claires. C'est pas, tu vois, on fait pas son film perso. Il y a Disney, il y a Fox, il y a Warner. Ils ont chacun leur ligne éditoriale, universelle. Et donc, voilà, je me suis dit, tiens, ça ressemble à ce que Disney me demanderait de faire. Donc j'ai fait un film, si tu veux, disons dans la couleur de Disney. Le problème, c'est qu'en 86, on a du mal à comprendre ça aujourd'hui, mais tu faisais un film qui marche, tu étais qualifié de commercial. Et donc, c'était pas bien, tu vois. C'est le côté, l'argent c'est sale, enfin bon, tu vois, le côté français comme ça, une conception étrange. Et aujourd'hui, on a une conception encore plus étrange, c'est-à-dire qu'une merde qui marche, c'est un bon film. Tu vois, c'est des deux extrêmes. Donc j'aurais connu le passage aux deux extrêmes. Quand je suis venu avec Un amour de sorcière, c'était surtout pour moi, parce que moi j'ai le rêve français, j'ai pas le rêve américain. Et donc quand le producteur m'appelle, je me dis, ça y est, putain, je vais pouvoir enfin travailler en France. Retrouver les techniciens avec qui j'avais travaillé, etc. Et en fait, je suis resté en me disant, bon, le film a marché, ça fait 1 million d'entrées, je me dis, ok, je vais donc trouver du travail. Non. Il y a toujours cette bouderie, etc. Bon. Et je disais, j'avais des offres en permanence des États-Unis, j'avais mon agent au téléphone, et non, je dis, non, laisse-moi, j'ai encore des thunes, je peux rester, je veux rester, ça va venir. Et au bout de 6 mois, j'avais plus de thunes, ça venait pas. Et
Je l'appelle, je lui dis, t'as quelque chose pour moi? Il dit, you bet. Ok, j'arrive. Et du coup, quand je suis revenu, je suis repassé. Tu vois, c'était au milieu de 97, c'était entre. Ouais, le temps que je revienne, tout de suite, travail, machin. C'est cette espèce de dichotomie insupportable pour un réalisateur français qui veut tourner chez lui, tu vois, qui veut pas, qui a pas d'un coup dire je veux aller aux États-Unis. Non, je voulais pas aller. Moi, ça aurait pu se passer à Hong Kong ou en Espagne, tu vois, où il y avait un cinéma qui correspond à celui que j'aime. Il se trouve que chez nous, non. Non, les producteurs boudent le film de genre. Pas les comédiens, non, pas eux. Le public boude les films français de genre. Donc après des déceptions, on peut comprendre, si tu veux, mais à un moment donné, ils voient des films américains mauvais aussi, tu vois, à un moment donné. Donc entre les producteurs et les médias, les journalistes, etc., ça devient très compliqué. Et donc le cinéma, alors qu'avant la nouvelle vague, il y avait des films fantastiques en France, il y avait des films, tu vois, il n'y avait pas que des comédies et des polars, tu vois, il y avait autre chose. Maintenant, c'est plus le cas. Quand j'ai tourné 3615, c'était un ovni, 3615. C'est carrément, les mecs le distribuaient pas. Et donc, d'où mon exil aux États-Unis. C'est pas un départ, c'est un exil. Et vous êtes combien en tout? J'en sais rien. Je connais pas tout le monde. Mais on est trop à mon goût. Et quel âge avez-vous, Ariane? 25 ans. Blonde. 1m80. Un corps d'athlète. Des gros seins. Je suis la tombeuse de la famille. Aux États-Unis, j'ai rencontré un ami qui travaillait dans un asile psychiatrique et qui travaillait avec des malades. Et un jour, il vient me voir à la maison et il me dit alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment, hein? Et il me dit je travaille avec un patient qui a 24 personnalités. On travaille la simulation en permanence, nous. Donc le mec qui simule, on le voit un peu plus facilement, disons, que les gens dont c'est pas le métier. Et là, moi, ce qui m'a surpris tout de suite, c'est que le mec, il était comme possédé. Possédé par différentes entités. Enfin, je ne sais pas comment dire autrement. Il passait d'une personne à l'autre. Il était tout changé. Son visage changé, sa voix changé. Ses gestes, sa gestuelle, enfin c'était assez étonnant et quand j'ai vu ça, je suis resté complètement choqué et suite à ça, je me suis dit je vais écrire cette histoire. Non pas son histoire à lui, mais je vais écrire une histoire, un thriller. Ça m'a tout de suite fait penser à un thriller parce que ce mec était un mystère. Ça pouvait pas être une comédie, ça pouvait pas être un drame. Pour moi, c'était forcément un thriller, un mystère, un suspense. Et en fait, le film fait le portrait de la maladie. C'est-à-dire qu'effectivement, le tueur en série qui est joué par Sylvie, il est atteint de ce syndrome. Et donc, en fait, quand on va l'arrêter, la question, c'est pas un film qui dit qui a tué, où on cherche à qui a tué, et à la fin, on sait qui a tué. Non, on sait qui a tué depuis le début, c'est elle qui a tué. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle personnalité tue. Et si on la met en tôle, on met en tôle 6 innocents parce qu'elle a cette personnalité pour un coupable. Et ça me plaisait pour raconter l'histoire. Et derrière, je me suis dit, là, il y a un truc à raconter. Et un film noir, sombre, qui ressemble beaucoup à mes romans. C'est ce qui m'a d'ailleurs fait faire la transition. Parce que le film est subjectif, et qu'un roman, c'est foncièrement subjectif. Et après, je me suis dit, tu vois, la force d'écriture, là, il faut que tu la poursuives. Donc vas-y, écris des romans. Tu n'auras plus à te faire chier à savoir s'ils veulent produire, s'ils ne veulent pas produire, dans quelle langue tu tournes, où tu vas, qui produit. Tu écris un livre et tu vois si ça marche. Et à ce moment-là, j'ai écrit le premier. Et c'est ma femme qui l'a envoyé à des éditeurs parce que je voulais lui écrire pour elle. Et parce que bon, j'avais perdu confiance, j'y croyais plus, une fois terminé. Et elle a envoyé, et puis paf, j'ai trouvé tout de suite. Je ne vais pas te mentir en te disant que je ne veux pas faire du cinéma, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est juste qu'à un moment donné, je veux raconter mes histoires. Je ne veux pas raconter les histoires des autres, ou alors je fais une commande. Mais quand je raconte mes histoires personnelles, soit je les raconte, maintenant je les raconte dans les romans. C'est mes histoires, j'y suis complètement dedans. Il n'y a pas de censure, il n'y a personne qui m'empêche, il y a un public, parce que les lecteurs français, ils ne dédaignent pas les polars français ou les thrillers français, contrairement
au public de cinéma. Et les éditeurs ne dédaignent pas, contrairement aux producteurs de cinéma. Donc si tu veux, à un moment donné, il faut aller là où tu peux communiquer.